Bon, alors bienvenue à ceux qui nous ont rejoints après le repas. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est une restitution de ce que les jeunes ont ressenti lors de leur séjour en Palestine sur un échange qui était un projet européen Erasmus+, pour lequel nous avons monté un dossier. C'est la compagnie Grizzly, compagnie théâtre de La Roche-sur-Yon, qui portait le projet. La FPS est associée à ce projet. Et donc on a emmené cette année 12 jeunes qui ont échangé autour du théâtre et fait du théâtre avec les jeunes palestiniens du camp de Haïda à Bethléem, un camp de réfugiés. Je vais laisser la parole à Christophe qui va vous dire un peu plus ce que vous allez voir. Bonjour. Quelques mots sur ce que nous allons vous présenter avec le groupe de jeunes donc, qui était, comme vient de le dire Marianne, en Palestine début août, là il y a quelques semaines. Il s'agissait pour nous d'exprimer un certain nombre de ressentis suite à cette aventure fabuleuse. Donc vous allez voir un certain nombre de choses, un montage de textes écrits par les jeunes depuis qu'ils sont revenus. Et en résonance avec quelques extraits du spectacle que nous avons préparé avec les jeunes palestiniens il y a 1 an, quand ils sont venus ici, et que nous avons tourné. C'est une expression un peu incroyable, on a tourné un spectacle en Palestine, à Jenin, à Ramallah, et 2 séances également dans le camp d'Aïda à Bethléem. Donc, leurs textes, des extraits du spectacle, et puis nous avons beaucoup d'images encore en tête, et nous avons une quantité d'images, vidéos, photos, de cette aventure, et nous avons également inséré dans le petit spectacle que vous allez voir des extraits vidéo en appui de ces textes. Voilà, une petite précision, si tu veux bien monter Robin, s'il te plaît. Juste pour vous dire que lorsque vous verrez un personnage s'exprimer à peu près comme ça, il parle arabe. Et vous comprendrez pourquoi Robin, à tout à l'heure. À 23h, il nous force à regarder 1h30 de Torse oriental. Dans la voiture, toutes les minutes, le bip de la ceinture non attachée. Se réveiller à 8h, manger des frites avec un verre de lait fermenté. À 1h30 du mat. Tous les soirs, le frère de Hamza qui met la musique à fond. Me proposer d'emmener un chat malade dans ma valise. Hamza à 20h. Les gars, je vais dormir, je suis crevé. Hamza à 2h. Eh les gars, on se fait une petite chicha sur le toit en écoutant Zaz et Black M. La rediffusion de la Mecque à la télé, toute la nuit. Bataille de Shahiran en pleine nuit, impossible de dormir. Le muezzin à 5h du matin, tous les matins. Me répéter, mange, mange. Moi j'avais vraiment plus faim. Cool, eat, don't be shy. Cool, eat. Ewa, cool, eat. Hey, you little, you don't. Eat. Ewa, eat. Cool. Don't be shy. You shy, eat. You want the chicken? J'ai un souvenir personnel très marquant alors que j'étais préadolescent. Un souvenir associé à un tournoi international de football qui avait lieu tous les ans à Pâques, dans les communes du canton de Montaigu, dont le club organisait tous les ans la mini-coupe d'Europe de football, devenue depuis le mondial mini.
Les délégations invitées logeaient au village de vacances de Saint-Georges-de-Montaigu, ma commune. En tant que jeune footballeur passionné, je suivais la compétition avec ferveur. Cette année-là, 1975, le drapeau israélien flotte sur la compétition et sur les stades où l'équipe du Maccabi Tel Aviv jouait ses matchs. Pas à Saint-Georges. Je m'en serais souvenu, mon père était président du club et c'est ma mère qui confectionnait les drapeaux. Cet après-midi-là, cette fin d'après-midi-là, en plein tournoi, une scène m'a saisi. Nous sommes avec plusieurs de mes copains de la même équipe au stade. Nous savons que les délégations vont rentrer au village vacances et qu'elles vont passer là-bas, sur la route, au bord de la rivière, près du stade. Nous les attendons, comme des idoles. Un bus, puis un autre. Les Belges d'Anderlecht, les Hollandais du Feyenoord Rotterdam et surtout les jeunes de l'Ajax d'Amsterdam, avec leur maillot rouge et blanc, le même que celui de Johan Cruyff. Les meilleures équipes européennes de l'époque. Arrive alors l'équipe israélienne du Maccabi Tel Aviv, enfermée dans un bus grillagé, un fourgon de CRS grillagé, lui-même escorté par 2 autres fourgons de CRS armés. Une image marquante. Ces jeunes de mon âge ne pouvaient sortir de leur pays qu'à cette condition. La conséquence d'une suite d'attentats meurtriers et de prises d'otages sanglantes comme celle des athlètes lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Autant d'événements perpétrés par des organisations palestiniennes considérées alors comme terroristes. Autant d'événements que l'opinion publique de l'époque n'analysait, ne présentait qu'à travers le prisme de la jeune nation israélienne vertueuse, constamment agressée par de méchants terroristes. Un peuple, sous l'emprise d'un autre, lutte pour la libération de son pays. Lequel des deux est-il le plus terroriste? Que sont devenus les jeunes du Maccabi Tel Aviv, alors footballeurs à l'époque? Comment et où ont-ils vécu et vivent-ils encore en Israël? Est-ce qu'ils considèrent toujours que les Palestiniens sont de dangereux terroristes? Quand je pense à eux aujourd'hui, je me dis, au regard de ce que j'ai pu vivre moi en Palestine il y a quelques semaines, ils ont peut-être construit leur vie dans un fourgon grillagé dans lequel ils se sont eux-mêmes enfermés et duquel ils ne sont jamais vraiment sortis. Août 2018. Nous sommes en Palestine. Je ne sais pas quelle était l'ambiance dans le fourgon de CRS en 1975. En tout cas, dans le bus qui nous conduit du camp d'Aïda vers Jéricho, Ramallah, Jenin ou Hébron, ça ressemble toujours à ça. Cet après-midi-là, au retour de notre représentation du spectacle à Jenin, une autre scène dans le bus m'a saisi. Pour moi, la Palestine, ce voyage en Palestine avec les jeunes, c'est ça.
La nuit était floue, baladée par le désir de rester à même le sol, et la lumière battait à plein. C'était brutal et froid aussi. Quand on dit au revoir avec l'ampleur du poing fermé, il faut partir pour ne pas avoir à le refaire. Harel pleurait comme tous les Français. Et moi, je refusais de faire le même geste. Et surtout pas devant les autres, non. Ce serait salaud. Avec les écrivains qui s'inventent ça beau. De la vitre du car, j'ai vu se tendre le visage pâle de Ramza. Ce visage qui pue l'encens. Je ne voulais plus le voir. Simplement, là, je la prends. Cette dernière photo avec mes yeux. Et voilà que je me surprends à pleurer. Et la route s'allume. Les visages s'effacent dans l'avancement du décor. Les lampadaires défilent en orange. Mes yeux te cherchent en te trouvant. Une fois, 2 fois, 3 fois, et sans une 4e. Et la route est dure. Rappelle-toi, Ramza, tu avais ton nid entre ces murs. Le car était passé. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je t'avais laissé dans cette cage rouillée de 48. Et que je n'allais probablement pas revenir. Je le souhaitais, mais on ne savait jamais. J'espérais que les conditions allaient changer. Et simplement, je me disais qu'en rentrant en France, j'allais résister sur toi. Et ça avec tous mes droits.
regardent comme ça? Et pourquoi est-ce qu'ils sourient, Antonina? Qu'est-ce que j'ai fait? Leur regard est dur. Ils me fixent. Faut-il leur rendre leur regard? Ou bien faut-il leur sourire? Je ne sais pas. Enfin, je m'en doute, mais je ne comprends pas. J'étais simplement en train de passer le contrôle pour aller à la mosquée d'Ibrahim à Hébron avec les autres Français. Les Palestiniens, quant à eux, attendaient leur tour, qui allait être plus long et plus dur encore en regard et en jugement. Un des soldats, alors en poste, m'avait regardé comme si j'étais l'un des pires criminels au monde. Quand c'est arrivé, c'était assez impressionnant, car on ne voit pas un homme en face de soi, mais une arme, tenue par un gaillard à peine plus vieux que soi, dans un pays où la situation a si souvent dérapé. Ce fut plus tard que je compris, quand on me posa plusieurs fois la question sur mes soi-disant origines arabes ou palestiniennes. Les Palestiniens étaient eux-mêmes surpris en apprenant que je ne parle pas arabe, que mon teint bronzé et que mes cheveux bruns foncés ne soient pas le fruit de la Palestine. Et c'est sur un hésitant « Can you repeat, please ?» de ma part qu'ils comprenaient. Je dois avouer qu'il était plaisant de penser que je pouvais passer inaperçu dans les rues de Bethléem, sans avoir à passer pour le touriste, alors que la caméra de mon portable disait le contraire, en mitraillant le moindre paysage à la recherche du cliché parfait. Cet épisode m'a marqué, car j'ai ainsi pu vivre une des discriminations que vivent les Palestiniens au quotidien. Chez nous, on appelle ça délit de faciès. Moi, je ne l'ai vécu que 2 ou 3 fois durant mon séjour. Je peux même en sourire maintenant. Mais, avec du recul, je réalise avec effroi à quel point cela doit être difficile et humiliant de vivre ça tous les jours. Je me souviens qu'on est arrivé en pleine nuit. J'étais à peine réveillé. Et sur les murs de l'aéroport, on pouvait voir d'énormes fresques à la gloire du sionisme ou d'Israël. Au début, ça m'a un peu étonné. J'avais l'impression d'atterrir dans un autre monde. Mais même avec tout ça, j'étais loin d'imaginer que mon nom de famille allait me poser problème pour passer la frontière. Je m'en suis rendu compte quand j'ai apporté mon passeport au guichet. La femme qui était en train de contrôler ma pièce d'identité a simplement pris son téléphone, sans même m'adresser un mot. Et elle a commencé à parler en hébreu. Évidemment, moi je comprenais rien. Mais quand elle a dit « Oul Kaïd », j'ai compris que ça allait être compliqué. Alors elle a raccroché et elle a commencé à me poser tout un tas de questions sur ma famille. Il s'appelle comment ton père? Il s'appelle comment ton père? Il est né où? Il est né où? Est-ce qu'il est marié avec une Française? Est-ce qu'il est marié avec une Française? Aujourd'hui, ils sont toujours mariés? Et aujourd'hui, ils sont toujours mariés. Il est croyant? Il est croyant? Ta mère, elle est croyante? Ta mère, elle est croyante. Ton papy, il s'appelle comment? Ton papy, il s'appelle comment? Ça fait combien de temps que tu l'as pas vu? Ça fait combien de temps que tu l'as pas vu? Alors moi j'ai répondu. Mais visiblement ça suffisait pas. Parce qu'elle m'a envoyé dans la salle d'attente spéciale pour les gens qui passent pas la frontière. C'est-à-dire que j'avais aucune information sur combien de temps j'allais rester, ni sur... Bon, je savais quand même pourquoi on m'envoyait là. Très rapidement, Christophe et Grégory sont venus me rejoindre et ils n'avaient pas plus d'infos que moi. Je doutais pas du fait que j'allais pouvoir passer, vu le peu de menaces que je représente pour Israël. Mais ce qui m'énervait, c'était plus le fait d'être bloqué là en pleine nuit sans aucune communication de la part de personne, alors que tous les autres Français, eux, étaient déjà passés depuis longtemps. Alors j'ai attendu. Une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Là, un homme de la sécurité est venu. Il m'a dit de le suivre dans son bureau. Alors je me suis exécuté. Et sur l'ordinateur, j'ai pu voir une jolie photo de moi avec tout un fichier vide qui demandait qu'à être rempli. Alors il a commencé à me poser tout un tas de questions, sensiblement les mêmes qu'au guichet. Il s'appelle comment ton père? Il s'appelle comment ton père? Il est né où? Il est né où? Il est marié avec une Française? Il est marié avec une Française. Aujourd'hui, ils sont toujours mariés? Et aujourd'hui, ils sont toujours mariés. Tu viens faire quoi en Israël? Tu viens faire quoi en Israël? Tu fais du théâtre depuis quand? Tu fais du théâtre depuis quand? Tu vas faire du théâtre? Tu vas faire du théâtre? Tu connais des Palestiniens? Et tu connais les Palestiniens? C'est tes amis? C'est tes amis? Alors moi j'ai répondu. Mais ça suffisait pas parce qu'il m'a retourné dans la salle d'attente. J'ai attendu. 30 minutes. 3 quarts d'heure. 1 heure.
Et là, une femme de la sécurité est venue me chercher pour me poser encore d'autres questions. Toujours les mêmes. Il s'appelle comment ton père? Il s'appelle comment ton père? Il est né où? Il est né où? Il est marié avec une Française? Il est marié avec une Française? Il est religieux? Il est religieux? Ils sont toujours mariés aujourd'hui? Ils sont toujours mariés aujourd'hui? Ça fait combien de temps que t'es pas allé voir ta famille au Maroc? Ça fait combien de temps que t'es pas allé voir ta famille au Maroc? T'as encore contact avec eux? T'as encore contact avec eux? Si je regarde dans ton Facebook, est-ce que je trouve des amis palestiniens? Et si je regarde dans ton Facebook, est-ce que je trouve des amis palestiniens? Bon, visiblement, cette fois, c'était bon. Elle m'a rendu mon passeport, elle m'a rendu, enfin plutôt, elle m'a donné un visa, et elle m'a souhaité a good show. Visiblement, elle croyait qu'on était des comédiens super célèbres et qu'on était hyper attendus à Bethléem. Moi, je m'étais jamais considéré comme un arabe. Mais cette nuit-là, dans les yeux de tout le personnel de l'aéroport, j'en étais un. Et moi, à l'aéroport, j'ai appris que mon nom indiquait que j'avais des origines juives. Moi, avant Pinto, ce qu'on m'avait dit, c'est que ça voulait dire poussin ou bébé volaille. Des trucs comme ça qui vraiment devraient pas poser problème dans un aéroport. Mais en faisant des recherches, en fait, j'ai appris que Pinto, ça fait des juifs portugais. Des gens qui avaient été au Portugal et qui avaient été soit brûlés, réduits en esclavage, convertis de force. Et que bah, je descendais de ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ouais, je peux pas changer de nom. Je dors où ce soir? Enfin, je dors où ce soir? 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 On arrive à Bethléem dans la nuit du 3 août. On est fatigué mais aussi hyper excité par l'aventure qui nous attend. Il est 4h du matin environ quand on arrive au camp d'Aïda. Et dans le central droit, on s'assoit dans la bibliothèque. On attend d'être tous emmenés un par un chez nos correspondants palestiniens. Les premiers partent et personne ne sait exactement où ils vont. Et puis ensuite 3 autres. Et puis vient notre tour. Et alors avec Antonina, Félix, Joséphine et puis moi aussi, on s'assoit à 4 à l'arrière d'une voiture. Et puis allez savoir pourquoi, on avait une trottinette d'enfants sur les genoux. Arrivé chez Fatma, Modassem nous fait descendre avec Joséphine. Je lui demande pourquoi je ne dors pas chez Aya, qui était initialement la jeune fille chez qui je devais loger. Il m'explique que ça a changé, qu'elle a un mariage, qu'elle ne peut pas me recevoir. Moi je comprenais pas toute cette organisation et puis Modassem il avait une liste avec des noms de gens mais je ne savais pas encore tout à fait qui c'était. Et puis en plus il passait de l'arabe à l'anglais alors c'était incompréhensible.
Lorsque Fatma a vu Joséphine, elle a dit que c'était une erreur, qu'elle ne devait pas être là. Alors Joséphine est remontée dans le taxi et Alex est arrivé à sa place. On a eu un bref aperçu de l'organisation quelque peu chaotique qu'on allait avoir pendant tout le trajet, qui répond plutôt à une logique de l'instant présent. Dans la maison. Je suis allongée sur mon lit, un plaid polaire pour drap. J'ai chaud, évidemment. La lumière crue qui passe par-dessus le mur qui ne va pas jusqu'au plafond. Ça s'engueule dans la maison. Et je me dis que ça n'est vraiment pas si mal d'être là, couchée dans la chambre, de fermer les yeux, de prétendre que je dors et que je n'existe pas. J'ai un peu peur d'être prise à partie dans un conflit que je ne comprends pas. J'ai un flash d'hier. Je suis assise sur une chaise en plastique dans la cuisine, au milieu de Tala et de sa mère qui se crient dessus. Et le regard de Palestine, car c'est le prénom de la mère, sur le mien, comme si elle voulait que je raisonne sa fille. Mais madame, je ne comprends pas un mot à ce que vous dites. Et vous êtes bien gentille, mais jeter une fourchette sur votre fille, je ne suis pas certaine d'être d'accord. Et donc, sur mon lit, le bruit semble rythmer leur vie familiale, inévitable, longue, et il me semble, verbalement très violente, les pleurs et les cris des enfants. Je pense à la maison trop petite pour une famille trop grande. Une famille plus de 2 fois plus grande que la mienne, vivant dans un espace plus de 2 fois plus petit. Et 2 fois plus petit, c'est un euphémisme. Alors oui, évidemment, ce petit logement avec aucun espace personnel, c'est un nid à dispute. Et puis Tala, en pleine révolte, souvenir de ses cris de protestation contre son père. Tête relevée, fière. Du papier toilette pour masquer le pot de peau nue qu'on voit à travers les trous petits de son jean. Papier toilette jeté directement par terre une fois sorti de la maison. Évidemment. Ça s'engueule dans la maison. Vent de colère, d'incompréhension et de révolte. On a tous été très dépaysés par le rapport des Palestiniens à la conduite pendant notre séjour. Intermède, les Palestiniens et la bagnole. Oh, le feu rouge. Il l'a grillé. Il y a les flics. On est mort. Ah non. On s'en va? Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
In Palestine, we give help. Alors, apparemment, il y a un monsieur qui voulait se marier avec une femme, mais pour ça, il a dû se battre avec un petit monsieur, qui lui a couru vers Jérusalem. Sauf que eux, ils peuvent pas aller à Jérusalem. Mais en Palestine, they give help. And you know, the paper to drive, we don't have it. Je n'ai pas le permis. Je me rappelle plus particulièrement d'un soir où, comme d'habitude, on ne savait pas trop ce que c'était le programme de la soirée avec nos hôtes. Donc, en quittant Central Road, on s'est séparés au fur et à mesure, en petits groupes. Et au bout d'un moment, on s'est retrouvés à 8, en train de remonter la rue principale, celle qu'on prenait tout le temps pour sortir du camp. Et arrivé sur le boulevard, on s'est dit qu'on allait demander quand même, et on n'a pas compris. Du coup, on a attendu. Visiblement, on restait tous les 8. Et quand les parents de Fatma sont arrivés avec leur voiture, et qu'on est tous allés les voir, on s'est dit que peut-être ce qu'on se disait depuis 5 minutes allait se produire. Et effectivement, il a fallu qu'on rentre tous les 10 dans la voiture. Un genre de vieille petite berline. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à 10 en train de chanter dans la voiture, pas attachés évidemment. Donc on avait Fatma, 20 ans, assise sur les genoux de sa mère sur le siège passager, Hamza avec son 1m90, Rahil, Florent et moi sur la banquette arrière. Et parce qu'ils étaient petits, Agathe, Alex et Félix dans le coffre, assis tous les trois joués à la main, en train de faire coucou voiture de derrière. Ils avaient les genoux pliés sous leur menton. And Alex. Wait, no, Because she's small. Because she's small. هذه مسافة تبعتها. Take it. يلا فاطمة and you. Because you are small. ما هي ماخذة الحيز. You are yes. هاي زي ما قاعدة give it to me. نعم. سكر يا حبيبي. Give it to me. Give it to me. Sama, give it to me. Give it to me. Give it to me. يلا حيزة. أنا عطرك بتنفس انت وبس يلي بحس بحبك انت وبس كرمالك روحي بترخص ماما وقالوا لي ليلى زينوا في قلبها حبك. What? Regarde, il y a des gens. Hello. Can you hear me? Do you hear me? دوم الشرطة تخبي تحت تخبي تحت. Oh, très peur. أنا بيبي قاعد تحط بيبي. Non, ça paraissait logique. On avait un problème, ils avaient la solution. C'était un des nombreux moments où on s'est dit non mais ils sont fous, on va pas faire ça. Eh ben si on le faisait. Et puis en plus on avait envie de le faire. On avait envie de les suivre, on avait envie de vivre à fond le moment présent. Parce que le passé, pour eux, c'est 1948. C'est leur famille chassée de leur village d'origine et forcée à vivre dans des camps. L'avenir, c'est une espèce de grande inconnue dont on leur demande d'imaginer l'utopie. Ils ont 18 ou 20 ans, ils sont nés réfugiés et ils ont le double poids sur leurs épaules de ce passé et de ce futur. Alors il est où leur présent? Ah bah il est là, dans cette bagnole où on s'entasse à 10. Et le présent, c'est tout ce qu'il leur reste à vivre à fond. À fond, et c'est ça qui était bien.
ce soir? Je dors où ce soir? Je dors où ce soir? Non mais, je dors où ce soir? Il me semble qu'Aya a proposé qu'on dorme chez elle, parce que Fatma, elle a un mariage. Mais Fatma nous a invités au mariage. Tu sais si elles ont vu ça ensemble? 3 heures après, nous voilà sur la route. On suit le groupe et on ne sait pas encore tout à fait la suite des événements. Certains ont prévu de rentrer chez eux et puis d'autres ont prévu d'aller manger un yaourt glacé. Le père de Fatma est arrivé en voiture pour nous ramener. Mais Aya a commencé une longue négociation au beau milieu de la route avec lui pour le convaincre qu'on aille dormir chez elle. Alors voilà, il y avait la voiture du père de Fatma en plein milieu de la route, arrêtée. Ça bloquait la circulation. Et puis cette discussion en arabe incompréhensible pour nous, avec tout le groupe autour. C'était très étrange et vraiment hallucinant pour nous comme situation. Alors que pour eux, ça leur paraissait normal. Aya, explique-nous, on dort où? Alors le père de Aya est rentré et puis... le père de Fatma est rentré. Puis c'est Aya, c'est qui on a dormi. Mais c'est ça, c'est pas si simple. Et oui, si c'était si facile. Aya, qui n'avait plus de mariage, voulait nous prendre tout le reste de la semaine. Et sa famille était d'ailleurs persuadée que nous allons rester. Oui, et voilà, du coup, comme Aya voulait qu'on reste et puis que Fatma avait toujours son mariage, eh bien on a encore loupé le mariage et finalement on a encore dormi chez Aya, mais une nuit de plus. Finalement, le lendemain, on est retourné chez Fatma, mais Aya avait bien en tête que nous allions retourner chez elle plus tard, et sa famille aussi. Bon, dans tous les cas, on avait affaire à des gens qui débordaient d'attention pour nous et qui avaient vraiment pas envie qu'on parte. Environ une semaine après notre arrivée à Bethléem, une certaine forme de routine s'était installée. Notre route était un retardataire. Florian et moi, qui logions chez Hamza, on se levait plus tôt pour prendre une bonne douche froide tonifiante. Ce matin-là, l'eau ne vient pas. Bon, avec tout ce qui se passe dans leur maison, il devait bien y avoir une solution palestinienne pour résoudre le problème. On réveille Hamza qui semble pas si surpris. Cela dit, je ne sais pas s'il peut l'être surpris après avoir fumé du charbon pur lors d'une soirée chicha, ou garder sa matraque télescopique sur lui alors qu'il allait à un checkpoint israélien. Enfin bref, il réveille son père, on comprend que le ton monte et qu'il se passe quelque chose. Le père s'avance vers nous et il nous dit dans un anglais mitigé avec un énervement qu'il ne cachait pas et qui rend tout assez dramatique, il nous dit You see, this is the problem in Palestine. There is no water. The water is cut by the soldier. You see, this is the problem in Palestine. This is the problem in Palestine. No water. Lorsque l'eau va venir à manquer, Israël coupe l'alimentation en eau aux Palestiniens pour alimenter les colons qui vivent non loin derrière leur mur. Pas d'eau donc, mais cette douche d'information est d'autant plus fraîche au réveil. Il a ensuite fallu faire venir un camion de citerne pour alimenter les cubes qui sont sur les toits. Je suis pas sûr que Palestine, tout le monde puisse avoir accès à cette eau-là. Enfin bref, en bon français, moi je me souciais pour ma douche, mais le problème c'est que ils ont dû faire venir un camion de citerne, monter un tuyau sur les 5 toits de l'immeuble pour de l'eau en fait. Mais du coup après cette aventure-là, on est retourné à Al-Road avec toujours en retard, mais un retard justifié pour une fois. Un petit salon chez Loulou. 10 personnes sur les canapés et un débat très animé.
Des paroles et des sons qui saturent l'espace de la pièce. Le débat en anglais de Motassem et d'Iman, la mère de Loulou. Au fond, les cris de Nidal, mais en arabe. Et le son trop fort de la télé que personne n'écoute. Quelques minutes plus tôt, Motassem a lancé au détour d'une phrase. Je ne crois pas en Allah. This is Palestine. You must believe in Allah. Et depuis, des menteurs fusaient de la bouche d'Iman, et Nidal devait asséner des choses bien moins polies à Motassem, mais toujours en arabe. Tu es un menteur, Motassem. Je te connais, tes parents te tueraient s'ils savaient ça. Tu es né musulman, tes parents sont pratiquants, tu l'es aussi, tu ne peux pas changer ça. Mais à tout moment de ma vie, je peux réfléchir à ma religion, décider de devenir chrétien ou athée. Je suis libre de choisir ce que je veux. Et tu sais que j'hésiterais pas à te mettre dehors, en fait. Mais pourquoi? Mais tu ne peux pas dire ça, et tu le sais. On est tous nés musulmans sur cette terre. Tes parents sont croyants, donc tu te dois de l'être. Je sais que tu es croyant, tu dis le contraire juste pour me provoquer. Non, je pense qu'on n'a pas à rester enfermé dans une religion toute sa vie. Tu n'es pas enfermé dans ta religion. Ça fait partie de toi dès la naissance, même avant. Si Allah n'existait pas, comment aurais-tu été créé? Moi, je n'ai aucun problème avec les athées. Hein. Mais comment vous m'expliquez la vie, la création? La science. Ça explique pas mal de choses. Ça vous explique pas ce qui est à la mort, ça. En tout cas, Motassem, moi je sais que tu es croyante. Tu ne peux pas dire le contraire, c'est faux. Bon, le débat était fermé. Mais cette discussion avait peut-être duré plus de 20 minutes. Et à la fin, ou plutôt lorsqu'Iman eut décidé que la discussion était close, Motassem semblait triste, résigné. Je pense qu'il se sent réellement enfermé, dans un milieu où il ne peut parler de ces questions qu'avec très peu de personnes, pour ne pas dire aucune en fait. Pour moi, c'est un paradoxe de la Palestine. On enferme les Palestiniens dans des camps, mais ils s'y enferment eux-mêmes. Ils sont souvent au bord de l'explosion. Mais je ne juge pas ça. Je ne vais pas essayer de changer leurs croyances, de changer leurs idées, sous prétexte que je suis une occidentale vivant dans un pays démocratique. Mais Motassem semblait triste et résigné. Et pourtant, je pense que cette discussion eut autant d'importance pour lui qu'elle en eut pour nous. Car aurait-il pu oser débattre de tout ça si nous n'avions pas été là? Je ne pense pas. Si ça commence pas, ça peut pas et ça peut exister. Il y a largement comme là, tu vois bien que là, tu commences à parler de pas moi. C'est au Tunisien.
après-midi-là, le soleil est haut dans le ciel dégagé. Nous déambulons près du mur, dressé par les Israéliens. Nous sommes là comme des touristes, à prendre des photos de cette curiosité, ce monument qui est alors le quotidien de nos amis palestiniens. Ce fut un moment riche en sensations. Vous allez me dire, il n'y a rien de sensationnel à marcher le long d'un mur. Mais je vous parle de sensations qu'on peut ressentir seulement dans ce genre d'endroit, chargé d'histoire, pas si lointaine que ça. Ce mur haut de plusieurs mètres, avec en son apogée, posé sur cet amas de béton, des fils de fer barbelés, et à intervalles réguliers, des miradors, dont on ne sait s'ils sont occupés ou non. Et de véritables œuvres d'art peintes sur ce mur, toutes plus riches les unes que les autres. La rue était étroite, étouffante, et là, un angle droit, une porte, laissant la lumière passer en bas. Qu'y a-t-il derrière? Qui se cache derrière? Nous ne pouvons pas voir, mais nos téléphones, eux, le peuvent. Et derrière, il y a ça. C'est-à-dire rien. Le vide. Un mur qui en cache un autre. Triste mise en abîme. Motassem, qui était notre guide ce jour-là, nous emmène visiter chez lui, dans ce qu'on appelle le petit camp de réfugiés. Et là, dans la cour, un pur moment de tranquillité, une vraie pause. Au moment de redescendre vers le centre, nous croisons sa mère, qui s'est montrée, comme toutes les personnes qu'on a croisées en Palestine, accueillante et généreuse. Elle nous a invités à s'asseoir dans son allée bordée de feuillage pour boire le thé. Et c'est à ce moment-là, le moment le plus fort, marcher le long d'un mur servant à isoler une population et tomber dans cette allée verdoyante. Mais nous nous sentions malgré tout comme enfermés. Mais la sérénité de ce lieu contrastait tellement avec la masse oppressante du mur que nous nous sentions libres. Aïssam pour la première fois le jour de notre arrivée. Il m'a emmené chez Motassem. Motassem, c'est celui chez qui je dormais. Et sur le chemin, Aïssam m'a dit, enfin, il ne parlait pas hyper bien anglais, mais il a réussi à me faire comprendre que Motassem et lui étaient assez proches. Bon, en réalité, j'ai vu qu'ils étaient hyper proches. Ils passaient leur journée ensemble. Ils s'attendaient le matin, ils rentraient ensemble le soir. Toujours côte à côte, dans le car, dans nos marches, à se tenir le bras, à se tenir la tête. Oh, vous verriez le nombre incalculable de photos qu'ils ont pris tous les deux. C'était impressionnant. Tous les soirs, Aïssam venait chez Motassem. Il parlait, il se taisait, il chamaillait, et la boucle reprenait encore et encore. Il parlait, il se taisait, il chamaillait. Il leur arrivait de s'engueuler réellement dans la journée. Parfois pour de bonnes raisons, mais la plupart du temps pour des motifs totalement ridicules. Mais inlassablement, Aïssam revenait chaque soir. Et s'ils s'étaient disputés dans la journée, ils s'asseyaient tous deux sur l'île Motassem et regardaient chacun dans un coin opposé de la pièce. Bon, bien entendu, ils finissaient rapidement par se réconcilier. Mais ils pouvaient passer jusqu'à 15 minutes à se dire au revoir. Parce que s'il la refusait, ben, l'autre ne pouvait pas partir. C'était un vrai petit couple, quoi. Un soir, ils m'ont raconté que Aïssam s'était déjà fait tirer dessus lors d'une manifestation. C'était dans le mollet. Et il a mis 3 mois à s'en remettre. Et Motassem l'a convaincu, non sans mal, de ne pas retourner à ce genre de manifestation. Je me rappelle que lorsqu'il me racontait ça, le sujet avait l'air encore un peu tendu entre eux. D'un côté, j'avais l'impression que Aïssam se sentait encore coupable d'avoir fait peur à Motassem. Oui, et l'autre, chez Motassem, je voyais encore cette peur qu'Aïssam ne l'écoute pas, qu'il y retourne. Je viens de réaliser que tous ces petits signes qui m'avaient amusé, qui m'avaient fait penser à un petit couple, ben ça résultait en fait d'un lien entre eux que j'arrive pas à comprendre. Vous voyez, ils sont pas amis, ni amants, mais ni même frères. C'est autre chose. J'ai l'impression, enfin, ça engage que moi, mais c'est comme s'ils ne formaient qu'un. Quand l'un souffre,
l'autre ressent cette souffrance. Bon, quand l'un est joyeux, l'autre ressent aussi cette joie, mais ils étaient toujours dans cette idée de se soutenir, de se rassurer. Oui, voilà, de se rassurer. Je commence à comprendre que s'il y a vraiment cette unité entre eux, ce qui doit le plus les effrayer, et ce, dans la vie de tous les jours, c'est que perdre l'autre, c'est aussi un peu perdre une moitié de soi-même. Manger au centre parce qu'on a un barbecue chez Nouman. Et on peut venir avec vous? Faut demander à Ismaël. Ismaël, on a le droit de venir à la soirée avec vous? C'est pas nous, c'est Ribal. Il veut pas que les filles sortent le soir. Faut voir ça avec lui. Ribal? Ismaël, il nous a dit de venir te voir. On peut venir au barbecue avec les gars ou pas? J'étais pas au courant de la soirée. Si j'avais été, j'aurais interdite. Et je suis pas sûr que la mère de Nouman a prévu assez de nourriture. Bon, arrête, il y a toujours assez à manger en Palestine. Bon, allez voir ça avec Ismaël. J'appelle la mère de Nouman. Les filles, il y a un problème. Bah les mecs ils s'organisent à barbac et nous on n'a pas le droit de venir. Ah, ouais, c'est pas bien ça. Bon, je vais voir avec Ribal et je lui demande ce qui se passe et je reviens. Bon allez les gars, on y va. On n'a pas besoin des filles pour s'amuser. Attendez, vous pouvez pas dire aux Palestiniens que si les filles viennent pas, vous venez pas non plus? Les filles, Ribal m'a dit qu'il n'était pas au courant de la soirée. S'il avait été au courant, de toute façon, il l'aurait interdit. Et il dit aussi qu'il ne peut pas empêcher Nouman d'interdire aux filles de venir s'il estime que les filles ne doivent pas être à la soirée. Bon, en tout cas, Ribal invite tout le monde demain soir chez lui pour un barbecue. C'est super, non? Ouais, c'est super, oui, c'est ce soir qu'on est.
mon